autour d'un pancake. Hello, c'est Cindy. Comme chaque jeudi, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce podcast autour d'un pancake. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personne, connue ou non, qui a une histoire à raconter. Aujourd'hui, c'est Nathalie Giroux qui est avec moi autour de ce pancake. Nathalie, je l'ai rencontrée il y a fort longtemps. À l'époque, on avait 15 ans. On était dans la même classe au centre professionnel où on faisait notre CFC. Nos chemins se sont séparés juste après. Moi, je suis partie dans une direction et elle, tout ailleurs. Elle est devenue instrumentiste en bloc opératoire. Et lorsque j'ai accouché de ma fille, j'ai dû faire une césarienne en urgence au milieu de la nuit. Une fois couchée sur la table d'opération, les bras ouverts, les poignets attachés, super scène, une magnifique charlotte verte sur la tête en plus, j'entends tout à coup « Et salut Cindy !» Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, il m'a quand même fallu quelques secondes pour réaliser qui était sous le masque. 7 ans après notre séparation, je retrouvais Nathalie. Des retrouvailles peu communes, mais elle m'a accompagnée tout le long de ce moment hyper stressant, j'avoue. Et elle a été la première personne de mon entourage à voir ma fille, même avant moi en fait. Cette rencontre a noué entre nous un lien fort. Elle est devenue la marraine de mon fils, moi celle du sien, et surtout une amie très chère. Nathalie a poursuivi son parcours, elle est devenue doula. C'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que je lui tends mon micro pour qu'elle partage avec vous tous le magnifique travail qu'elle fait. Autour d'un pancake, parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Salut Nathalie. Salut Cindy. Ça va faire 10 ans que t'es doula en Valais. Qu'est-ce que c'est qu'une doula pour commencer ? Alors, le mot doula, c'est issu du grec antique. Le mot doula, ça veut dire la femme qui se met au service d'une autre femme. Donc, c'est vraiment la mission de la doula, c'est vraiment d'aller aider la femme et son entourage pendant toute la période de la grossesse, pendant l'accouchement et pendant toute la période du postpartum. Et toi, t'es devenue doula comment ? Ça a été une révélation un jour ? Alors ça s'est pas fait en un jour, je suis devenue doula après la naissance de mon fils où je me suis rendu compte que en postpartum mes choix n'avaient pas été éclairés. Personne ne m'avait pris par la main ou ne m'avait tendu la main pour me dire que mes choix étaient peut-être pas les bons ou que j'aurais peut-être pu faire différemment. Et du coup, j'ai cherché à comprendre comment j'avais fait mes choix et quels choix j'avais fait et quel impact ils avaient. Et du coup, j'ai découvert cette formation de doula et j'ai foncé. Une formation qui est quand même assez longue. Alors, c'est long en termes d'heures d'investissement personnel, parce qu'il y a beaucoup de travaux à rendre, il y a des lectures, il y a des interviews. Après, ça se fait sur une année, sur des modules, sur des week-ends. Mais c'est vraiment le travail personnel à côté qui prend énormément de temps. Et toi, c'est quoi ton leitmotiv dans ce métier-là ? Alors c'est justement que les parents puissent faire des choix éclairés. En fait, c'est leur donner toutes les informations et toutes les clés pour que peu importe la manière dont se déroule l'accouchement, peu importe les choix de naissance qu'ils fassent, ils aient toutes les informations et puis vraiment qu'ils puissent faire des choix éclairés. Et c'est à quel moment qu'ils viennent te voir ? Dès qu'ils savent qu'ils attendent un bébé ? Est-ce qu'il faut attendre quelques mois ? Et c'est à quel moment le bon moment ? Alors il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand la femme ou le couple sent qu'il y a besoin. Alors ça peut être dès qu'on a appris qu'on était enceinte, il y a même des doulas de préconception aussi. Mais voilà, dès que la personne est enceinte ou alors au début du deuxième trimestre ou même des fois en fin de grossesse quand on se rend compte qu'il nous manque des clés et qu'on a besoin d'être accompagné d'une manière peut-être un peu différente. Mais il n'y a pas de délai ou de bon timing. Et c'est quoi ton rôle toi alors quand ils viennent vers toi ? Alors c'est difficile de mettre un cadre dans un rôle, il n'y a pas de cahier des charges de la doula, on est vraiment là en accompagnement, donc c'est vraiment un accompagnement là où les besoins sont. Donc toutes les doulas ont des limites différentes, toutes les doulas ont des compétences différentes, mais chaque maman ou chaque couple vient avec sa propre histoire de vie, avec ses propres antécédents aussi, avec sa propre grossesse. Une grossesse n'en est pas une autre aussi, que ce soit la première, la deuxième, la troisième. Et ils viennent tous pour une raison différente. Donc l'accompagnement, il est vraiment différent à chaque fois. Et il y a plusieurs sortes de doulas qui existent donc ? Oui, donc il existe plein de sortes de doulas. Il y a des doulas, comme je disais, de préconception. Moi, je suis doula de naissance, donc qui englobe vraiment grossesse, accouchement et postpartum jusqu'à la petite enfance. Et il existe aussi des doulas de fin de vie. Mais c'est des formations différentes. De fin de vie, c'est-à-dire ? Qui accompagnent les personnes en fin de vie, qui accompagnent à la mort. Ah, donc rien à voir avec la naissance ? Rien à voir, mais ça s'appelle aussi doula, vu que c'est une femme qui se met au service d'une autre personne. Ça peut être en fin de vie aussi. Ok. Donc doula, c'est un terme qu'on entend depuis quelques années, de plus en plus, qui est un peu mis en face de la sage-femme. C'est quoi
la différence entre une sage-femme et une doula? Alors pour moi, elle est pas à mettre en face, elle est à mettre à côté. Okay. C'est là où ça fait toute la différence, c'est que la doula, son rôle, il est en plus de la sage-femme. C'est vraiment une collaboration doula-sage-femme. La doula, elle a aucun geste médical, aucun acte médical, et elle ne rentre en compte dans aucune décision médicale. C'est vraiment plus un accompagnement, je dirais, sur les plans plutôt émotionnels, affectifs, beaucoup informatifs, physiques et pratiques. Pratico-pratique aussi dans la logistique, pour le postpartum par exemple. Mais ça remplace pas donc le cadre médical? Absolument pas. C'est vraiment un complément. Et est-ce que tu peux quand même accompagner les mamans à l'hôpital, parce que le moment de la naissance, il est quand même souvent à l'hôpital? Alors, en principe, oui. C'est souvent hôpital dépendant, donc ça dépend les accords qu'on a, nous les doulas, avec les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont ouverts et des hôpitaux qui sont, je ne veux pas dire réfractaires, mais des fois c'est à la demande aussi, donc qui doivent poser un cadre, ce qui est tout à fait logique. Mais en règle générale, on commence de plus en plus à être vraiment bien accueillis dans le monde hospitalier. Et comment ça se passe justement, les limites? Tu disais, chaque doula n'a pas forcément les mêmes limites. Comment tu les poses alors? C'est toi qui décides personnellement ce que tu as envie de faire ou pas faire? Alors tu les poses déjà par rapport à tes formations et tes compétences. On a toute une formation de doula commune, on va dire, et après donc une formation dans l'accompagnement, donc comment on accompagne un couple et une femme dans la grossesse, dans l'accouchement et dans le postpartum. Mais après, on a toutes des cordes différentes aussi à nos arcs. On se forme toutes de manière différente, soit par exemple sur des soins rebozo, soit par exemple sur des massages. Il y a vraiment 1 milliard de possibilités. Et du coup, la première chose, c'est que les gens viennent vers nous aussi pour nos différentes prestations et on pose un cadre par rapport à ça. Après, ça dépend aussi de la doula, comment elle se positionne dans son travail. Est-ce que c'est une doula qui ne peut pas faire, par exemple, de présence à la naissance parce qu'elle a une vie de famille qui ne se prête pas à ça? Ça inclut quand même une période de garde où on doit être disponible 24 heures sur 24. Donc c'est pas... Voilà, ça c'est aussi des choses que toute personne ne peut pas forcément faire dans son quotidien. Et après, chaque personne pose ses propres limites dans ce qu'elle est d'accord de faire ou pas faire. Aussi, c'est important de s'écouter en fait. Oui, puis de savoir où sont nos limites et de savoir réorienter aussi quand on voit que ça va au-delà. Et ça coûte combien une prestation d'accompagnement? Disons, si on part sur un accompagnement standard d'une personne qui t'approche dans le courant de sa grossesse jusqu'à la fin? De nouveau, c'est à la carte, ça dépend c'est difficile à donner vraiment parce qu'on est tellement toutes différentes. Et même moi, qui ai un panel de prestations assez élargi, j'ai pas 2 fois les mêmes prestations pour les 2 mêmes mamans. Mais on va dire qu'un accompagnement complet, donc la période de la grossesse, des rencontres pendant la grossesse, la période de garde et la présence à l'accouchement et environ 4-5 consultations postpartum ou 3-4 consultations postpartum, c'est entre 900 et 1500 francs selon le lieu géographique et selon les prestations. Voilà, mais c'est environ 1200 francs pour un accompagnement complet. Et c'est pris en charge par les caisses, ce genre de prestations? Alors, il y a des partenariats avec certaines caisses maladies au niveau des caisses complémentaires. On a notamment un partenariat avec le groupe Mutuel qui rembourse une bonne partie des prestations de la doula, pour autant que ce soit une doula, qu'on ait choisi une doula qui fasse partie de l'association suisse des doulas. Ah d'accord, donc il y a quand même quelque chose d'officiel là derrière. Oui, on a une association suisse qui reconnaît 2 organismes de formation au niveau suisse romand en tout cas. Et du coup, c'est cette association-là qui fait foi au niveau des assurances complémentaires. Donc ça, c'était la partie un petit peu plus technique et pratique, disons. Si on revient sur votre collaboration de doula avec les sages-femmes, comment ça se passe? Alors de nouveau, c'est aussi sage-femme dépendante, comme avec les hôpitaux, mais ça se passe de mieux en mieux parce qu'on connaît de mieux en mieux le rôle de la doula et que... Et du coup, du moment qu'il n'y a pas d'incompréhension et que chacun sait bien quel est son rôle, il n'y a pas de raison que la collaboration se passe mal. Donc là, ça se passe vraiment de mieux en mieux et on arrive à bien collaborer et à surtout bien co-accompagner les parents. Et c'est ça le plus important, c'est que la personne qui se fasse accompagner ou le couple qui se fasse accompagner ait son équipe de soutien qui sont là pour elle. On œuvre tous dans le même but. Et ce but, c'est vraiment de pouvoir entourer les familles dans l'accompagnement à la parentalité. Oui, parce que quand on imagine l'arrivée d'un bébé, on se dit toujours c'est super, c'est génial, on se réjouit. En général, c'est une nouvelle plutôt chouette. Mais
c'est pas forcément des cas faciles à chaque fois. T'arrives avec des familles qui ont un problème, quel qu'il soit. Enfin, il y a des familles qui ont des cas compliqués ou des femmes qui se sont fait quitter alors qu'elles étaient enceintes. Enfin, j'imagine que c'est pas toujours non plus tout simple et tout rose. Non, alors c'est aussi l'envers du décor, effectivement. Il y a des fois des grossesses qui se passent super bien, avec des couples qui sont hyper harmonieux et où un postpartum est très doux et l'accouchement se passe super bien. Mais c'est pas une généralité. En principe, il y a toujours un petit grain de sable. On sait qu'on a un objectif d'accouchement ou un objectif de grossesse ou de vie de parents, et puis il y a toujours des petits grains de sable qui viennent se mettre dans les roues, et du coup la doula, elle aide justement à contourner un petit peu ces grains de sable ou à passer par-dessus, et peu importe l'issue, c'est qu'on s'en sorte bien. C'est joli ça. Donc tu parlais tout à l'heure aussi des différents soins que tu proposes, tu fais plein de trucs différents, tu as dit plein de mots que j'ai appris à connaître avec le temps, mais que c'est pas forcément le cas de ceux qui nous écoutent. Tu parlais des soins Rebozo par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un soin Rebozo ? Alors, le rebozo, c'est un tissu qui vient du Mexique et pour moi, c'est le tissu de la femme. Et du coup, on peut amener plein de soins et plein de choses avec ce tissu-là. Donc, on peut faire des massages, on peut faire des enveloppements, on peut faire des serrages de bassin après l'accouchement. Il y a vraiment 1 milliard de choses qu'on peut faire avec ce magnifique tissu. Tu fais aussi des bains pour les tout nouveau-nés. Oui. C'est des moments tout doux. Oui, des bains tout doux enveloppés. Donc, ça peut être le premier bain du bébé ou ça peut être... un petit peu plus tard, c'est dans le premier mois de vie et on vient essayer de recréer cet espace cocooning que le bébé avait à l'intérieur de l'utérus et essayer de recréer ça par les mouvements de l'eau. Et c'est toi qui donnes le bain ou c'est la maman ou le papa ? Alors, c'est moi qui immerge le bébé, mais après je montre aux parents les gestes pour pouvoir les reproduire à la maison et c'est eux qui prennent le relais depuis le milieu du bain et c'est eux qui le terminent. Ça, c'est des moments précieux qu'on peut pas faire pendant 5 ans. Non, qu'on peut effectivement. Alors, on donne le bain pendant longtemps, mais plus de la même manière, oui. Effectivement. C'est ça. De ce que je me souviens quand j'étais enceinte, il y a quand même ce moment d'appréhension un petit peu. On est contente d'être enceinte, on sent son bébé bouger. C'est des moments qu'on a envie de se rappeler longtemps, même si entre deux, on peut être un peu malade. mais il y a quand même ce but d'accouchement qui est un peu stressant, surtout quand c'est la première fois. On est... on ne sait pas comment ça va se passer. On a vu plein de trucs à la télé, de femmes qui hurlent parce que ça fait super mal. Il y a aussi donc un moyen de se préparer un petit peu à ça. Oui, alors pour moi, un autre de mes leitmotifs, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Et du coup, quand on sait, on peut avoir une action, on peut être acteur de son accouchement et on peut en tout cas essayer de faire que les choses se passent le mieux possible. Ça ne veut pas dire que parce qu'on se prépare bien, l'issue sera forcément positive, mais effectivement, moi je propose des ateliers Bonaparte qui sont une méthode avec plein d'outils pour justement outiller les papas et les mamans à gérer les contractions, à gérer les intensités de la douleur et à comprendre en fait le processus de tout ce qui est dilatation, le processus de la naissance, vraiment tout le processus d'accouchement. Mm-hmm. Et aussi une préparation au postpartum qui est aussi hyper importante parce qu'on parle beaucoup de la grossesse. Les femmes sont souvent très entourées pendant la grossesse et puis tout d'un coup dans le postpartum, quand les premières visites sont parties, les femmes, les maris retournent travailler ou les coparents retournent travailler et puis on se retrouve un petit peu seul au monde avec ce bébé et ça aussi c'est des choses qui peuvent se préparer en amont. Mm-hmm. Oui, parce que ça c'est vrai qu'on n'en parle jamais trop pendant qu'on est enceinte. Où tout le monde a envie de toucher ton ventre, mais finalement, après, une fois que le bébé est là, moins. Et puis, c'est stressant. C'est stressant, c'est fatigant. T'es content quand t'arrives à prendre une douche. Puis ça, c'est des choses aussi pour lesquelles c'est bien d'être préparé, disons. Oui, et puis comme tu dis, effectivement, on vient toucher le ventre de la maman quand elle est enceinte, mais du moment que le bébé est dehors, on vient toucher le bébé, ou on va essayer de vouloir prendre le bébé dans les bras, mais qui s'occupe de la maman après. Et la maman, elle passe un petit peu aux oubliettes, il n'y a plus que le bébé qui est en avant-première, et voilà, c'est important, elle a aussi le droit d'exister, elle a des émotions qui ont le droit d'être négatives aussi. Mm-hmm. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a des postpartums, comme je disais, qui sont très doux et qui se passent très bien, mais ça peut arriver que le postpartum soit aussi un petit peu plus difficile, et puis il faut penser à la maman dans ces cas-là. Oui, c'est important parce qu'il y a aussi toute la question hormonale, tout ce qui se remet en place, il y a la fatigue, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent rendre cette partie difficile et où la maman aura tendance à culpabiliser alors qu'elle n'a pas de raison de culpabiliser.
Oui, puis ça dépend aussi comment s'est passé l'accouchement. Si l'accouchement a été comme sur des roulettes, le postpartum est aussi un peu plus facile à gérer que quand on sort de quelque chose qui a pu être traumatique, où le corps a potentiellement été traumatisé aussi. D'avoir un postpartum doux, c'est compliqué. Et puis, je pense aussi au papa dans le postpartum, si la période, elle a été préparée en amont, si quelqu'un gère les courses, si les plats ont été préparés à l'avance ou quelqu'un se charge de la livraison des repas, ça permet aussi aux coparents qui a des fois qu'une semaine ou 2 semaines de congé paternité, de pouvoir prendre ces 2 semaines pour accueillir son bébé, pour le connaître, pour apprendre à le rencontrer et à prendre du temps avec lui, plutôt que de devoir organiser toute la gestion du quotidien, que ce soit avec les aînés, avec les autres enfants, avec la gestion du ménage, avec la gestion des courses. C'est bien quand il le fait, mais c'est aussi bien s'il peut passer du temps de qualité avec son bébé, qu'il a aussi besoin de l'apprendre et besoin de le connaître. D'autant plus parce qu'ils ont moins ce lien que la maman peut avoir, puisqu'elle l'a porté quand même dans son ventre pendant 9 mois. Oui. Le lien, il se fait à ce moment-là pour eux. Alors des fois, le lien se fait aussi avant. Maintenant, il y a des techniques comme l'aptonomie où le lien peut se faire avant aussi, où il y a des pères qui sont très investis pendant la grossesse. Mais c'est vrai qu'eux, nous, on a quand même un congé maternité qui est quand même relativement plus long que le leur. Et c'est vrai que, eux, on leur donne les tâches ménagères parce que, c'est un truc cool qu'ils peuvent faire pour aider la maman. Mais moi, j'aime bien aussi quand les couples, ils peuvent rester sur le canapé ou rester dans leur lit auprès de leur bébé, à juste le regarder, à prendre du temps pour le connaître, plutôt qu'à passer l'aspirateur et faire des lessives. Ça peut être plus sympa aussi. Oui, c'est clair. Donc toi, tu proposes aussi des soins en postpartum. Alors, je propose des soins en postpartum pour la maman. Et je propose aussi un service de livraison de repas à domicile pendant le postpartum. Alors, c'est quelque chose qui est préparé pendant la grossesse aussi, mais on peut le livrer en postpartum immédiat. Et puis, il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place et qu'on peut proposer autant pour la maman que pour le coparent, que pour tout le postpartum. Et pour la cuisine, t'as un chouette associé avec toi. Oui, alors mon conjoint qui est cuisinier en diététique et ma belle-sœur diététicienne, on a monté justement ce concept de cuisine postpartum où vous avez une liste de 14 repas à disposition et vous pouvez choisir ce que vous voulez dans ces 14 repas. C'est préparé avec des produits frais, c'est cuisiné en frais et mis sous vide frais. Et puis après, ça vous est livré sous vide et vous pouvez soit les consommer tout de suite, soit les congeler. Et vu que c'est sous vide, ça prend pas beaucoup de place dans le congélateur. Oui, parfait. C'est tout prêt pour justement pour les journées où on n'a pas eu le temps de prendre une douche et qu'on a autre chose à faire que de faire à manger. C'est ça. Mais c'est vrai ça, non ? Oui, c'est vrai. Ça me des rassure, fois même je peut fais de pas la faire pipi. Oui, c'est ça. Une autre chose qui se fait après la naissance du bébé, c'est la transformation placentaire. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une chose où il y a de plus en plus de demandes. C'est qu'en fait, le placenta, qui a été un peu le garde-manger, la maison et le grand frère ou le petit frère du bébé pendant toutes ces 40 semaines de gestation, une fois le bébé né, souvent il reste à l'hôpital et il est incinéré comme déchet médical, et il y a des gens qui ont vraiment de plus en plus envie d'en faire quelque chose, donc ils demandent à l'hôpital de pouvoir le récupérer et qui me l'amène chez moi. Et du coup on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. On peut par exemple en faire des gélules pour la consommation de la maman pour la récupération dans le postpartum. On peut en faire de l'isothérapie avec des petites granules pour le bébé par exemple, pour tous les maux qu'il pourrait avoir. On peut faire du baume pour tout ce qui est cutané. Enfin, il y a vraiment il y a plein de choses. On peut même faire des petits bijoux, c'est des petits talismans en résine avec un petit bout du cordon ombilical ou avec un bout de cordon et une petite mèche de cheveux pour garder ça dans l'album de naissance. C'est plus joli que juste le petit bout de cordon scotché au milieu de l'album. Certes. Le petit bout qui est tombé de ce qui reste. Par exemple, ou un bout qu'on a prélevé aussi directement sur le placenta. Tu disais aussi que tu faisais de l'accompagnement pour la petite enfance, donc c'est vraiment quand ils sont petits. On le sait, à l'arrivée d'un bébé, souvent on ne dort pas beaucoup parce que le sommeil de l'enfant n'est pas très régulier. Tu proposes aussi des consultations justement liées au sommeil de l'enfant. Oui, alors selon le concept 1001 dodo, donc je suis consultante en sommeil de l'enfant. Alors on sait au début que un bébé, c'est pas fait pour dormir. On le sait, ça mange, ça dort et on change ses couches, mais ça dort pas forcément dans les heures où nous, on aimerait dormir. Et des fois, il y a besoin d'un accompagnement là-dedans. Et c'est un accompagnement que je peux proposer, effectivement. Et je suis en réflexion pour savoir si je ne proposerais pas aussi de pouvoir prendre les bébés pendant une nuit ou alors me rendre chez les parents pendant la nuit pour
prendre le relais. Pour prendre le relais, pour que les parents puissent se reposer et m'occuper moi de leur bébé pendant une nuit ou 2 nuits pour qu'ils puissent vraiment reprendre des forces. Oh là là, si t'avais été là à ce moment-là. Et alors, c'est encore pas sur pied, hein, ce sera un des projets 2025. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est vraiment épuisant quand tu... Et puis là, encore une fois, je reviens sur les papas parce que tu l'as quand même mentionné plusieurs fois. Le papa, maintenant, fait aussi beaucoup plus partie de l'accompagnement à tout ça. Mais pour le papa, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il va pas dormir de la nuit. Mais lui, le lendemain, il doit aussi aller faire sa journée de travail, être au taquet comme tous les autres jours. Et puis, c'est pas évident quand on manque de 3-4 heures de sommeil. Clairement, c'est pas évident, mais c'est pour ça que si on arrive à bien préparer, si on arrive à trouver des astuces ou une organisation, une espèce de planning. Alors c'est pas un planning pour le bébé, il aura pas de rythme, hein, ça on s'entend bien, mais un planning de qui gère quoi ou qui va dormir pendant que l'autre gère. On arrive à s'alterner comme ça et à des fois trouver une bonne organisation. Et pouvoir rester en vie sans être en survie. Exactement. On revient sur les papas aussi. En début d'année, tu vas proposer des ateliers pour les futurs papas. Oui, il y a eu pas mal de demandes sur des papas qui étaient très contents d'avoir des tips pour l'accouchement, d'avoir des moyens de soulager la maman pendant les contractions, de l'accompagner par exemple avec les tissus Rebozo pour lui détendre le dos pendant la grossesse, mais qui me disaient que on prépare le postpartum de la maman, mais on prépare pas forcément le postpartum du papa. Comment on change une couche, comment on donne un bain, et c'est des gestes pour lesquels chez certains c'est inné. Chez certains, ils ont vu faire, ils ont eu des frères et sœurs, ou ils ont fait même du babysitting. Puis il y en a certains qui sont un peu stressés à l'idée, qui n'ont jamais forcément porté un bébé, et puis qui aimeraient pouvoir justement prendre le relais assez rapidement de la maman en postpartum, en changeant une couche, en donnant eux le bain, et puis parce qu'ils ont envie de s'investir et de pouvoir donner ces soins. Et du coup, à force d'avoir des demandes, j'ai monté un cours pour le début d'année qui sera sous forme de workshop. Donc vraiment atelier pratico-pratique où ils vont pouvoir justement comprendre l'alimentation, comprendre le sommeil et savoir changer une couche, moucher un bébé, enfin voilà. Moucher un bébé, ça c'est une grande... un grand sujet. Donc il y a vraiment une technique pour faire ça. Oui. Ok, très bien alors. Moi je me rappelle que j'avais été un peu en panique la première fois qu'elle avait eu le rhume, elle avait 2 mois ma fille et on peut pas lui mettre un mouchoir sur le nez et dire souffle, hein, ça marche pas. Même un peu plus grand, ça marche pas non plus. Non. Quand on a des bougies d'anniversaire et qu'ils comprennent le système des bougies, on peut essayer de leur dire se moucher comme on soufflerait des bougies mais avec le nez. Voilà. Mais il faut qu'ils soient vraiment plus grands. Très bien. Donc cet atelier, ce sera le 24 janvier. Exactement. Et on retrouve toutes les infos, j'imagine, sur ton site? Sur mon Instagram et prochainement sur mon site, oui. Ton site internet, c'est l'instantmaternel.ch. Vous retrouvez aussi le lien directement dans la description du podcast. D'ailleurs, ce podcast s'appelle Autour d'un pancake. Nathalie, j'aimerais savoir comment est-ce que tu aimes tes pancakes? Mes pancakes, je les aime tièdes avec des rondelles de banane et du caramel beurre salé. Ah oui, c'est pas mal ça. Très bien. Bon, alors je note cette recette, ça sera pour une prochaine. Avec plaisir. Et je te remercie beaucoup d'avoir été dans ce podcast avec nous et d'avoir partagé toutes ces infos. Merci à toi. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.